Je serai toujours fasciné par cette première apparition de Fantomas. L'orgue qui se déclenche avant son arrivée. Cet ennemi public numéro 1 qui soignait tant ses entrées. Ce personnage mystérieux qui pourtant dispose de repères dignes des plus grands James Bond, dans une crypte souterraine, dans un volcan ou dans les sous-sols d'un lord écossais, dont il allait prendre ensuite l'apparence. Sur ce dernier point, j'ai toujours été fasciné par son organisation. Comment créer des galeries souterraines sous un château? Comment créer une rampe de décollage pour une fusée à l'insu de tous? Vous l'avez raté. Avait-il pris connaissance des lieux bien avant les événements du troisième film? Et tous les sbires dévoués de Fantomas connaissent-ils sa véritable identité? Je pense que non. Mais comment faisait-il pour leur susciter un tel dévouement? Lâchez-le. Comment faisait-il pour les recruter et avec quel visage? Au-delà du génie comique de Funès qui allait s'opposer au génie du crime, c'est ce mystère autour de Fantomas lui-même qui, je pense, fascine autant le public en manque de ses apparitions depuis son départ en vélo sous les traits de Lord McRashley à la fin de Fantomas contre Scotland Yard. En cette année 2024, Fantomas, sous la direction de Green Bell, fête ses 60 ans. C'est le pourquoi de cette vidéo, car pour les plus fidèles d'entre vous, vous savez que j'ai déjà traité les 3 films par le passé. Vous savez peut-être également que cette trilogie est ma préférée de Louis de Funès. Le commissaire Juve étant le personnage que je préfère, en particulier ses échanges avec son agent Bertrand, impeccablement joué par Jacques Guinam. C'est écrit noir sur blanc dans le guide international du savoir-vivre. Noir sur blanc. Ah bah justement, le smoking, c'est noir sur blanc. Noir sur blanc. Ah, puis je me l'appelle, je t'en prie. Pourtant, je ne suis pas satisfait de ces vidéos. En particulier des 2 premières, qui ne rendent pas suffisamment hommage au mythe, autant dans la forme que dans le fond. Et pour être tout à fait honnête, quelqu'un d'autre a peut-être forcé cette décision. Numéro masqué. Allô? Dans quelques instants, Fantomas passera te prendre. Attention, dans quelques instants, Fantomas passera te prendre. Bien joué les mecs, Attention, bien joué Julien ou Jonathan. Attention, Ah les cons. Alors j'en étais où moi déjà? Fantomas se déchaîne, se déchaîne. Parfait. Alors. Oui, c'est bien moi. Fantomas. Alors vous existez vraiment? Je pensais tout de même avoir fait mes preuves. Dans un reportage de pure invention, tu as eu l'audace de me faire passer pour un imbécile. Les Fantomas, ce sont les 3 films que je préfère avec Louis de Funès pour des raisons différentes parce que les 3 Fantomas... Ah oui quand même, les vidéos vous ont pas plu quoi. En même temps je débutais, ça fait déjà 2 ans... Tais-toi! J'avais prévu de refaire la vidéo, de toute façon ça fait les 60 ans de la sortie du premier film de la trilogie. Et vous avez pas vieilli. Ce n'est pas le moment de te moquer de moi. Et si cette fois tu ne me présentes pas sous un jour qui me convienne vraiment, tu finiras dans les pires tortures. Ok. J'ai pas pu tout vous mettre de ce qu'on s'est dit, parce que c'est confidentiel malheureusement. Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur Nienko TV pour une vidéo sous pression. Aujourd'hui, on fête les 60 ans du premier Fantomas d'André Hunebelle, la fameuse trilogie.
Et pour fêter l'événement, Netflix a la bonne idée de mettre les 3 films à disposition à peu près au moment où on se parle. Dans cette vidéo, on va revenir sur la trilogie une nouvelle fois d'André Hunebelle avec Louis de Funès, Jean Marais, Mylène de Mongeau et Jacques Dinam. Je vais revenir sur des anecdotes que j'ai déjà données il y a 2 ans évidemment, mais je vais en apporter de nouvelles, histoire que la vidéo soit utile, et surtout plus dynamique et plus jolie, parce que les anciennes, regardez. Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur Nienko TV, je suis... Stop! Insupportable, je ne tiens pas plus de 10 secondes. En même temps, faut apprendre. Peut-être que dans 2 ans, j'en ferai une nouvelle parce que celle-là sera insupportable. Donc, nous sommes partis pour ma revisite intégrale du sujet de Fantomas, qui est un sujet qui me passionne. On est parti. Fantomas, ce criminel aux 1000 visages créé par Pierre Souvestre et Marcel Alain en 1911, a hanté les cauchemars de bon nombre de lecteurs de l'époque. Il tue de sang-froid, mais avec un ricanement sinistre. Moi qui suis d'un naturel si joyeux, je tue pas mal bien sûr, mais toujours avec le sourire. Fantomas, c'est plus de 50 incarnations différentes, de réincarnations et d'adaptations du génie du crime. Pourtant, ce que nous retenons tous dans la mémoire collective, c'est la trilogie des années 60 signée André Hunebelle, Fantomas, Fantomas se déchaîne et Fantomas contre Scotland Yard. Commissaire, vous êtes réfractaire. Quelqu'un refuse de se manifester à cause de vous. Écoutez, moi dans ces conditions, ma fille, parce que moi je fais avec vous. Longtemps décrié et accusé d'avoir trahi le mythe originel, je sais que Marcel Alain et Souvestre, les vrais auteurs du vrai Fantomas, qui est tout à fait étonnant, les vrais Fantomas pourraient faire une série de télévision absolument stupéfiante, parce que c'est d'une cruauté, d'une méchanceté, et ça fait très très peur. Donc quand ils ont vu la première version de Fantomas, ils ont failli mourir, quoi. Ils étaient déjà très âgés, ça a été extrêmement dur pour eux. ils se sont pourtant, comme le disait Mylène de Mongeau, bonifiés avec le temps. Ce qui m'étonne avec Fantomas, je trouve que c'est un film qui s'est bonifié en vieillissant. C'est très curieux. À l'époque, quand il est sorti, c'était quoi? C'était une gentille comédie française avec une ambition non dissimulée de se rapprocher un petit peu du James Bond, hein, de l'époque, qui était absolument fulgurant. Quand on revoit les James Bond et les moyens qu'il y avait dedans, on était loin du compte. Une rencontre entre l'univers de Tintin et de James Bond, avec parfois des scènes hallucinantes que nous ne reverrons plus jamais ailleurs, un lit qui roule télécommandé à distance, des cigares pistolets, une troisième main, un cheval qui parle, un pendu qui s'est dépendu tout seul, une déesse volante, et j'en passe. C'est pas croyable! Et bien que les films de Hunebelle reprennent certains éléments, tels que l'encre magique qui s'efface, Lady Belsam, un personnage qui cherche à fuir Fantomas dans les livres, quitte à se faire passer pour morte plusieurs fois, c'est peut-être ça qui explique pourquoi elle est absente du numéro 2 et du numéro 3. Quand il dit qu'elle a disparu, elle n'est peut-être pas forcément décédée pour autant. Depuis la disparition de Lady Beltham, j'ai besoin d'une présence. J'aimerais que vous soyez cette présence. En tout cas, c'est peut-être ce qu'elle a voulu faire croire. Fantomas possédait aussi dans les romans un voilier qu'il pouvait transformer en sous-marin. Ça aussi, évidemment, ça a été repris. Le criminel numéro 1 avait dans les romans la même capacité à copier les empreintes de ses victimes, comme il l'évoque à un moment donné dans le film. Mais, dans les livres, il volait les cadavres directement à la morgue, ou en tout cas, il leur sectionnait leurs mains pour leur prendre leurs empreintes. Beaucoup plus glauque les romans. Et au niveau des films, avant la trilogie qui nous concerne, il y en a eu une bonne dizaine. Pas tous mémorables. De Fantomas à l'ombre de la guillotine, à Fantomas le faux magistrat, tous signés Louis Feuillade, bien évidemment, vu l'époque, en noir et blanc et muet. Mais par où est-ce qu'on passe? Puis un film en 1932 intitulé sobrement Fantomas, avec cette fois-ci du parlant. C'est horrible! Faites attention, il y a une marche par ici. Où est-elle? Elle était là.
Merci, monsieur le commissaire. Venez. Et enfin, en 1947, nouvelle tentative de remettre à jour la franchise avec un autre Fantomas, Fantomas tout court encore une fois. Et c'est intéressant parce qu'on y trouve Françoise Christophe, la future Lady McRashley, et surtout Jacques Dinah dans un tout petit rôle, le fameux adjoint du commissaire Juve. Planquez-vous. J'espère qu'il sera obligé de ralentir. Voilà. Mais depuis 1949, plus aucune trace de Fantomas jusqu'à la fameuse année 1964. En ce qui concerne l'origine du projet de cette trilogie, il y a plusieurs versions. À la base, André Hunebelle, le réalisateur, a tourné avec Jean Marais à plusieurs reprises, notamment dans Le Bossu, ou Le Capitaine, avec son compère et notre cher ami Bourvil. Hunebelle, qui avait apprécié la collaboration, souhaitait alors un prétexte pour réunir à l'écran ce duo dans une nouvelle série de films. Mais le tournage du Cornio de Gérard Horry devait commencer à la fin de l'été, et Bourvil souhaitait prendre des vacances entre-temps. Tandis que Louis de Funès, qui sortait du tournage du Premier Gendarme, souhaite sauter sur l'occasion, décelant dans le personnage du commissaire Juve un potentiel comique indéniable. Sentant sa carrière en pleine ascension, Louis de Funès n'a pas accepté le rôle pour servir la réplique aux acteurs principaux et se retrouver perdu au milieu d'un film d'action. Fidèle à la stratégie qui lui a fait gravir les échelons depuis ses débuts, il va forcer l'aspect comique de chacune de ses répliques et plan par plan faire basculer le film vers la comédie. Mais ça, qu'est-ce que c'est? Je vais vous expliquer. Mais c'est pas la peine. Dans mon pays, les ânes savent lire, figurez-vous. Fantomas, hein, c'est une coïncidence, bien sûr. On va t'interviewer, mon gaillard. Amenez-le. Il est censé être un commissaire de police un peu ridicule. Eh ben, ça devient un commissaire de police extraordinairement ridicule, extraordinairement comique, phénoménalement drôle. Alors que le scénario n'était pas écrit pour ça. Mais enfin, c'est pas possible, commissaire, c'est un scandale. Oh, ouais, n'aggravez pas son cas, hein. Une autre version de l'histoire serait que Jean Marais aurait été vexé de ne pas avoir été choisi par Hunebelle pour OSS 117 en 63 et que Fantomas serait le rattrapage proposé par Hunebelle à Jean Marais, Fantomas ayant été suggéré à Jean Marais par Jean Cocteau, fasciné par l'univers de Fantomas et de son potentiel. Sachant que Hunebelle avait prévu de tourner Fantomas avec dans le rôle titre Raymond Pellegrin. Non, je ne suis pas fou. Comment? Miguel, non, Hubert! Assieds-toi et bouge pas. Seulement, il me fallait choisir entre ma mission et l'amitié. Toi, mon ami, tu oses me menacer? La fameuse voix de Fantomas. Et Hunebelle, pour se rattraper d'OSS 117, aurait du coup proposé à Jean Marais de remplacer Raymond Pellegrin, mais pour contenter Raymond Pellegrin, il va le mettre sur la voix de Fantomas. Je vais être bientôt le maître du monde. André Hunebelle a naturellement confié l'adaptation à son fils, Jean-Alain, avec qui Louis de Funès travaillera à diverses reprises et qui fera des choix particulièrement forts. Alain écrivait les dialogues de ça, puisque c'était le fils d'Hunebelle, Jean-Alain. Et Jean-Alain avait beaucoup de talent, et j'ai tourné aussi beaucoup parce que Jean-Alain était un pote à moi. Créer une intrigue nouvelle et ne pas adapter tout simplement un roman. S'éloigner du genre quasi épouvante pour privilégier plutôt la comédie d'action. Accélère! Et avec une innovation majeure confiée au même acteur, les rôles de Fantomas et de son ennemi juré, le journaliste Fandor. C'était une première dans notre cinéma. Et c'est donc Jean Marais qui est choisi, acteur qui était également peintre et sculpteur et qui a conçu ou dessiné lui-même le masque culte, en insistant sur le sourire figé du masque qui provoque une inquiétude constante chez le spectateur. Mais ce masque va avoir de lourdes contraintes sur le tournage. Ce masque, mais pas seulement, surtout tous les masques que Fantomas va porter dans le film quand il imite le visage des autres. Je l'avais dessiné d'ailleurs, hein. C'est moi qui l'avais dessiné ce masque. Mais en plus, quand il n'avait pas ce masque vert, il prenait le visage d'autres personnes. Et on me maquillait. Ça durait 3 heures aussi, le maquillage. À chaque fois que je me donnais un mal avec mon maquilleur pour qu'on ne me reconnaisse pas. En effet, 2 heures de maquillage avant chaque prise, un masque en plastique qui lui tient chaud,
très chaud, surtout en extérieur, en Italie sur le deuxième film, ce qui va contribuer à la mauvaise humeur de l'acteur sur les tournages, allant jusqu'à insulter, à un moment donné, Mylène de Mongeau, lors de la scène durant laquelle Fantomas marche aux côtés d'Hélène. Jean Marais pouvait avoir aussi ses mauvais moments, notamment quand il jouait Fantomas. La pose du masque était longue et pénible, avec un système de lentilles, de raccords de maquillage. On tournait une séquence sur une terrasse au-dessus de Rome, où Fantomas fait chanter Hélène. Il faisait chaud. Marais étouffait sous son masque, qui, en plus, lui donnait de l'eczéma. Nous avancions ensemble, j'ai marché un peu lentement, ce qui l'a obligé à tourner la tête vers moi, et donc à montrer son mauvais profil, qu'il n'aimait pas. Brusquement, il est devenu fou de rage. Il m'a traité de tous les noms, avec une agressivité ahurissante, et j'ai pu constater que les femmes n'étaient pas sa tasse de thé. Généralement, Jean était reconnu pour sa grande amabilité, et ses rares crises étaient d'autant plus violentes. Comme quoi, Louis de Funès emmerdeur sur les plateaux, ça peut être vrai, même si Jean Marais a beaucoup insisté là-dessus sur la fin de sa vie. Qu'est-ce que vous avez pensé de Funès? Quels étaient vos rapports avec lui? De Funès, je vais vous dire une chose, c'est le seul acteur, pendant toute ma carrière, que je n'ai pas aimé. Mais je vais vous dire que je le trouvais formidable comme acteur, mais comme homme, je ne l'aimais pas du tout. C'était un emmerdeur né. Mais c'est le seul de toute ma carrière que je n'ai pas aimé, tout en l'admirant. Mais De Funès avait cette peur au ventre de retomber dans l'anonymat, que sa propulsion vers les sommets ne soit qu'un feu de paille. Mais Jean Marais l'avait aussi mauvaise de voir un second rôle qu'il avait côtoyé plusieurs films dans les années 50, début 60, devenir son égal, voire même le surpasser en très peu de temps. Dis donc, ton article, il était faux, hein? Mais c'est exact, il était faux. Tu prétends qu'il était faux maintenant que tout le monde croit qu'il était vrai? Ben, c'est pourtant vrai. Mais qu'est-ce qui est vrai? Que tout le monde croit qu'il était vrai? Mais non, c'est pourtant vrai qu'il était faux. Fantomas, ça devait être le projet de Jean Marais. Il se fait éclipser d'une trilogie, alors qu'il devait être le centre, alors qu'il joue beaucoup de rôles, mais on ne le voit jamais. Parce que ce n'est pas son visage, et surtout, ça n'est pas sa voix. Monsieur, Fantomas, Fantomas, messieurs, Fantomas, Fantomas. Et en plus, il avait déjà dépassé la cinquantaine, donc il se rendait compte qu'il ne ferait plus ses cascades éternellement, et Jean Marais sans cascade, bah ça sent un peu la fin de carrière, en tout cas au cinéma. Donc tout ça à encaisser, c'était pas évident, et en même temps, c'est humain. Pourtant, sur le tournage du premier Fantomas, tout allait bien. Et Louis entre parallèlement. Attention à ta perche, Jeannot. Je sais pas où il est. Dans ta perche maintenant. Ah oui, ça va, très bien. Jean-Marie, vous avez 3 rôles dans ce film? Oui, je peux même dire que j'en ai 5. Louis de Funès est intimidé au contact de Jean Marais, qu'il considère comme un grand acteur, ayant côtoyé les plus grands. Ou Mylène de Mongeau, qui était également une actrice confirmée à l'époque, alternant des rôles de jeune potiche et des rôles plus profonds. Bonne femme, pas trop moche, n'avait pas le droit d'être intelligente. Ouais. Et on n'avait jamais de beaux rôles de femmes intelligentes. Les rôles de femmes intelligentes étaient envoyés à celles qui étaient considérées comme moches. C'est d'ailleurs la première fois, et il en sera reconnaissant, que les acteurs confirmés acceptent de voir le nom de Louis de Funès à la même hauteur qu'eux sur l'affiche. Mais un tournage pas reposant pour l'acteur, en particulier lors de la scène où le commissaire Juve est suspendu à une grue au-dessus de Paris. Bien évidemment, il était en réalité suspendu à 1 mètre du sol. Mais les différentes prises l'obligent à rester suspendu et à se balancer durant plusieurs heures. Je t'aurai, Fantomas, je t'aurai. Ce n'est que le lendemain qu'il se rendra compte, au petit déjeuner, qu'il est incapable de soulever sa tasse de café, ne pouvant tout simplement plus lever les bras. Certains troncs nerveux étirés par cette suspension avaient provoqué une paralysie des muscles de l'épaule. Il devra alors subir une rééducation tout en tournant le film, et cette rééducation durera plusieurs années sans qu'il puisse recouvrer son état d'origine. Une autre scène assez inconfortable pour l'acteur, celle en mer, qui est pourtant filmée à quelques mètres du bord, à Cassis, dans les Calanques, mais De Funès ne savait réellement pas nager, ou peut-être qu'autrefois il savait, mais maintenant... Je ne sais pas nager. Je ne sais pas nager. Je ne sais plus. Autrefois je savais, mais voyez-vous, Mais les vraies prouesses de ce film, hors norme pour l'époque, et peut-être même encore de nos jours, c'est cette poursuite gargantuesque de Paris aux Calanques de Cassis, soit 800 km, passant d'un véhicule pénitentiaire Citroën à une Cadillac noire, voiture réellement trafiquée à la James Bond,
qui s'enchaîne avec une poursuite en moto, puis en train, sur un cheval. Si, souvenez-vous. Sans oublier l'hélicoptère, qui les suit on ne sait comment. Ça doit être cette voiture noire, là-bas. Car oui, ça n'a aucun sens quand on y réfléchit. Comment est-ce qu'elle a pu retrouver une voiture qu'elle ne connaît pas, en la trouvant suspecte, alors que la Cadillac a pu aller n'importe où en France? Ils nous ont repérés. Tenez, l'hélicoptère, là-haut. Pourquoi est-ce que Fantomas s'emmerde à prendre le risque d'aller en prison chercher ses deux ennemis pour leur donner une chance de l'avoir? Pourquoi? Pour faire son cobaye, son espèce de robot avec un cerveau? Les éléments qui amènent à cette poursuite sur toute la France sont assez flous pour être gentils. Les scènes en moto permettent de voir les premiers pas au cinéma d'un certain Rémi Julienne, champion de motocross à l'époque, là où le regretté Gilles Delamarre, qui l'aura engagé, s'occupe des voitures. Mais l'un des motards, joué par un ex-boxeur cascadeur débutant, est réellement entraîné par sa moto lors d'une cascade impressionnante qui n'était pas prévue comme telle. Alors même les deux cascades à moto où les motards sont éjectés sont vraiment impressionnantes, hein, même aujourd'hui. Et il a empoché pour ça 500 francs. Tiens, voilà tes $30. Merci, au revoir. Camions, voitures, motos, hélicos, puis locomotives de train, dont le tournage a eu lieu sur une voie ferrée privée appartenant à une usine. Puis Fandor vole une BMW 507, l'un des véhicules les plus rares de la marque. Je n'ai pas avec vous? Produit à seulement 252 exemplaires. On comprend que la dame l'est mauvaise quand Fandor vole sa voiture. Puis de l'hélicoptère, nous passons à un sous-marin, pour finir sur un bateau pneumatique. Soit 10 véhicules différents sur une poursuite sur 800 bornes. C'est démesuré et j'ai pas d'équivalent. Et franchement, beaucoup de choses dans ce premier film et dans les 3 films d'ailleurs sont iconiques. L'entrée de Fantomas, on l'a vu. Je l'ai vu en vrai, c'était génial. Le submersible en fin de film. Toute l'ambiance autour de Lady Belsam qui ne parle jamais. Très heureux, si j'ose dire. Jouée par Marie-Hélène Arnaud, une mannequin vedette de chez Chanel à l'époque, donc c'était vraiment une guest de luxe. Dans ce film, je suis Lady Belsam, c'est-à-dire la complice de Fantomas. Un personnage indéfinissable, maléfique. Et il faut aussi se poser la question un instant sur l'équipe du film en dehors du casting prestigieux de Jean Marais, Louis de Funès, Mylène de Mongeau, Jacques Dinam ou Robert Dalban. On peut citer, au-delà d'une belle, son assistant réalisateur du premier film, Jean-Pierre Dezania, ou un autre assistant qu'il aura dans le deuxième et dans le troisième, Jacques Bénard. Les deux deviendront réalisateurs par la suite, du Grand Restaurant par exemple. Max Douy, au décor du deuxième et du troisième film, qui sera aussi le décorateur de James Bond Moonraker, Michel Magne à la musique, Gilles Delamarre et Rémi Julienne aux cascades. C'est un festival de grands talents. Il y avait les meilleurs. Et bien que le tournage ait été influencé par les performances de Funès, qu'une belle appréciait déjà pour avoir tourné plusieurs fois avec lui lorsqu'il était un second rôle, André Hunebelle, qui a déjà tourné des films avec de Funès par ailleurs, trouve ça formidable. Et il trouve formidable d'avoir ce personnage de Juve qui était censé être un comparse joué sérieux. Il se retrouve avec un comparse qui est joué très comique. Il n'était cependant pas prévu que Louis de Funès fasse partie de Fantomas contre Interpol, qui se situerait dans un pays de pétrole saharien ou au Liban. Mais entre-temps, la sortie du Cornio et ses 11 millions de spectateurs est passée par là. Tout comme les 7 millions du premier Gendarme et les 4,5 millions de Fantomas. Car durant le tournage de Fantomas, le Gendarme était tourné mais il n'était pas encore sorti, il sortira qu'en septembre. Et je ne parle pas du Cornio qui sortira au début de l'année d'après. Ils n'avaient pas le recul sur l'explosion de Funès qui était en cours. Et 24 millions de spectateurs en 3 films, ça n'est pas rien. Tu ne peux pas comme ça évacuer le commissaire Juve alors qu'il voulait revenir à un ton plus sinistre et plus réaliste sur le deuxième film. Fantomas contre Interpol était alors rebaptisé Fantomas revient. Puis Fantomas se déchaîne, en hommage à OSS 117 se déchaîne, réalisé par une belle. Un titre pas anodin, car au-delà de s'inspirer de OSS 117, ce chapitre de Fantomas ira directement sur les plates-bandes de James Bond lui-même, parodiant, voire imitant James Bond contre Dr No, avec le costume de Fantomas dans la centrale en début de film, un véritable hommage aux vêtements du Dr No dans James Bond. Cette scène a d'ailleurs été tournée au centre nucléaire de production d'électricité de Chinon, qui venait d'ouvrir ses portes à l'époque, et qui depuis est devenu le musée de l'atome. A noter que le véhicule téléguidé par Fantomas était conduit de l'intérieur par Jean-Pierre Dezania, l'assistant réalisateur, qui était à plat ventre dans l'engin. C'est également dans cette centrale que furent tournés les plans de Fantomas dans son laboratoire secret en fin de film. Qui dit Fantomas, dans le deuxième film, dit également Gadget, avec pour commencer la gabardine Gadget. A noter que l'idée du vêtement équipé d'un faux bras est déjà présente dans les romans, et dans le film adapté du roman,
Juve contre Fantomas. Mais c'est cependant Fantomas qui les équipait pour s'évader lorsqu'on le tenait par la manche. Les cigares pistolets, bien qu'ils aient directement inspiré James Bond dans On ne vit que deux fois, qui va les reconvertir en cigarettes pistolets, avaient déjà été imaginés notamment chez Hercule Poirot avec sa cigarette Sarbacane. Rentrez-vous, malheureux. Attendez, ça doit faire 7, 8, Faut quand même s'arrêter un moment sur le concept, parce que c'est assez inédit aussi. Il y a beaucoup de choses inédites dans les Fantomas, mais imaginez-vous que dans les deux premiers, dans le deuxième par exemple, on a Jean Marais qui doit jouer Fantomas, mais qui est déguisé en professeur, et Jean Marais doit aussi jouer le professeur qu'il est lui-même. C'est pas courant quand même. Comme De Funès dans le 1, qui joue le rôle de Fantomas, mais avec ses propres traits. Et on a aussi un festival de costumes pour De Funès, surtout dans le deuxième film, qui s'éclate complètement, déguisé en colonel italien, puis en serveur dans la wagon restaurant. Après, il est en évêque italien, en homme d'hôtel, puis en pirate. Arrêtez! Encore une fois, un festival. Mais lui, il s'amuse, alors que les costumes, ou plutôt les masques portés par Jean Marais, c'était 2 à 3 heures de maquillage, comme il le dit si bien. Je comprends qu'il soit un petit peu amer, car c'est sur le tournage du deuxième film que Jean Marais, isolé sous son maquillage, assiste impuissant à l'explosion de son partenaire. 2 clans s'opposent presque sur le tournage. Jean Marais et une belle d'un côté, qui se connaissent très bien, et de l'autre côté, De Funès, Jacques Guinam et Mylène de Mongeau, qui sortaient tous les soirs sur Rome durant un tournage qui était idyllique. Pour eux. Le repère de Fantomas dans le deuxième film, conçu par Max Douy, futur décorateur de Moonraker, Max Douy est en carte blanche pour rendre l'antre de Fantomas futuriste, aux frontières de l'irréel, avec des gardes sur des plateaux ascenseurs. Il faut dire qu'à cette époque, il y avait quand même de grandes possibilités grâce aux studios qui existaient encore, qui n'étaient pas démolis. On tournait aussi en décor naturel, mais pour les Fantomas, il fallait faire quand même des décors. Puis on fait un peu ce qu'on veut. Dans ce genre de décor, il n'y a pas d'imposition de qui que ce soit. C'est la grande liberté. Des escaliers en colimaçon, des couleurs pétantes orange, c'était du grand spectacle, une fois de plus. Les scènes sur la pente du Vésuve se révèlent plus complexes à tourner. « 5 jours de travail sont prévus pour 4 minutes à l'écran, et les émissions de fumée chargées de soufre rendent les lieux assez irrespirables pour l'équipe. Et l'acheminement du matériel au sommet prend énormément de temps. Et Louis de Funès, tout comme sa complice Mylène de Mongeau, refuse un jour d'exécuter, dans un premier temps, certains plans jugés risqués. Je me souviens, De Funès et moi, on avait râlé comme des poux, parce que quand on avait fait le Fantomas qui se tourne à Rome, alors là, on était très très contents. On a passé du très bon temps à Rome, on est allé à Naples, on est monté dans le Vésuve, et on a eu des extérieurs formidables. Un jour, Féfé et moi, on a décidé, tous les deux, qu'on n'allait pas descendre dans le Vésuve. Pas savoir pourquoi. Il suffisait de monter et de sortir comme ça en criant. Et ce jour-là, on avait décidé qu'il n'était pas question et qu'on n'irait pas dans le Vésuve. Et ça avait rendu le pauvre Rude-Belle absolument fou. Il nous a regardés comme ça, consterné. Il a dit, enfin, attention, il avait 82 ans. Hein. Il a dit, mais enfin, mais vous êtes fous tous les deux. Un enfant de 2 ans le ferait. Regardez, voyez. Et il se jette dedans. Alors là, on a tellement rigolé en voyant l'enfant de 2 ans qui sortait, qu'on a arrêté de faire des caprices et on a fait notre plan. Ce tournage est réellement à part dans la filmographie de Louis de Funès. Là où il s'amusait à se déguiser, Jean Marais, lui, portait soit le masque de Fantomas, soit celui du professeur Lefebvre, dont Fantomas utilise le visage, mais aussi Fandor. Et je vois 3 professeurs Lefebvre. Le vrai venait d'arriver. Mais moi, croyant sauter sur Fantomas, j'avais sauté sur Lefebvre. Vous me suivez? Oui. Je me le demande. Je me donnais un mal avec mon maquilleur pour qu'on ne me reconnaisse pas. Et si bien qu'il y a beaucoup de gens qui me disaient « Qui est-ce qui joue Fantomas ?» Alors je me disais « C'est idiot de m'être donné tellement le mal. » Et il le vit mal. Et De Funès est tellement en symbiose avec Jacques Guinam et Mylène de Mongeau qu'il répète énormément ces scènes avant les prises dans les couloirs. À tel point que pour une fois, De Funès est bon dès les premières prises, car il avait déjà tout préparé avec ses complices. On se marrait tout le temps.
on se marrait tout le temps. C'est qu'André, lui, n'a jamais été désagréable sur un plateau, jamais, au contraire. Ça le faisait rire aussi. Mais il disait arrêtez, 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 parce qu'on se fendait la gueule, on faisait que des conneries, enfin, surtout Fufu. Alors on y allait tous, on se marrait. Alors que Jean Marais mettait du temps à s'échauffer, comme De Funès dans tous ses autres films. C'est la seule fois où dans Fantomas, tellement il est comme ça, avec Mylène de Mongeau et Jacques Dinam, il avait déjà tout paramétré avant de commencer, ce qui fait que pour une fois, il n'avait pas besoin de chercher. Alors que si c'était pas le cas, vu que les deux mettent du temps à se chauffer, ils auraient dû être sur le même timing. Et quand De Funès commence à fatiguer au bout de 7-8 prises, et que Jean Marais commence à être bon, De Funès les sabote pour les refaire, alors que Jean Marais était pourtant bon. Monsieur le commissaire, vous êtes réfractaire. Ah, mais qu'est-ce que Walter refuse de se manifester à cause de vous. c'est comme ça. Elle a raison, c'est comme ça qu'il faut le jouer. Ça se faisait souvent sur les tournages, il n'y avait pas que De Funès. Il faisait juste ce qu'il fallait pour que la prise soit inutilisable, pour que De Funès ait vraiment les meilleures scènes, tout simplement. Allez, entrez, vous allez voir, c'est terrible. Ah, c'est possible. C'est pas possible, il était là. Enfin, il était là, il doit être là, je ne sors pas de là. Oh, quel bafouillis, non. D'ailleurs, il était tellement pas d'accord parfois avec Une Belle et ses décisions, qu'il imposait à Une Belle de tourner 2 versions de chaque scène, et au montage, c'était les choix de De Funès qui étaient bons. Donc c'est peut-être présomptueux de dire ça, mais quand t'as raison, tu peux être chiant, mais t'as raison. Tournage d'autant plus particulier dans ce Fantomas se déchaîne, car pour lui, son fils Olivier jouera à ses côtés pour la première fois. La première scène qu'il doit tourner le paralyse de trac. C'est la scène dans le train, où il demande à sa sœur Hélène quand est-ce qu'ils vont dîner. Bon, et dites donc les enfants, c'est très joli de jouer les alibis, mais je ne vis pas que d'amour et d'eau fraîche. Quand est-ce qu'on va dîner? Ça a l'air de rien, mais il avait un trac fou parce que c'est Jean Marais en face. Et De Funès lui avait conseillé, pour être crédible, de s'inventer une histoire d'avant, de ce qu'il faisait avant d'ouvrir cette porte. Le premier film que vous avez fait avec lui, c'était Fantomas se déchaîne. Oui. Est-ce que vous avez été témoin des tensions qu'on a racontées entre Louis de Funès et Jean Marais? Ah, pas du tout. Absolument pas. Mais j'en découvre tout le temps. Hein. Non, absolument pas. Ils s'entendaient pas mal. Non, je sais qu'il y a eu des problèmes. C'était sur l'épaisseur du rôle. Je crois que Jean Marais avait dit oui, mais enfin, il a toutes les répliques, etc. C'est vrai que Jean Marais était une immense vedette à l'époque. Donc, il a été un petit peu ennuyé. Bon, je crois qu'ils ont rééquilibré les choses. Mais sur le tournage, ça se passait très bien. Et le final du film n'a rien à envier au précédent. Cette déesse volante, qui elle aussi inspirera James Bond dans L'Homme au pistolet d'or, aura marqué l'histoire. Et en ce qui concerne les scènes de chute libre, elles ont été filmées par le caméraman, Jean-Jacques Dubourg, qui portait une caméra fixée sur son casque. Il faut que je rattrape. Une première, encore une fois. Cette scène inédite dans le cinéma français nécessitera plusieurs semaines de tournage pour 1 minute à l'écran. Et plus de 50 sauts par personne au-dessus de l'aéroport de Fayence-Tourette, dans le Var, et Jean Marais sera doublé une nouvelle fois par Gilles Delamarre. Encore lui, paix à son âme. Et cette scène, elle dure peut-être qu'1 minute à l'écran, une petite minute, mais à chaque fois elle me tire l'alarme parce qu'elle est magnifique cette scène et la musique de Michel Magne aide beaucoup. Ah, tenez-moi bien, tenez-moi bien. Tenez bon. 4,5 millions de spectateurs pour le premier film, 4,2 pour le deuxième, le troisième était déjà programmé. Mais entre-temps, Louis de Funès avait tourné La Grande Vadrouille et le film sort en décembre 66. Et en parallèle, Louis de Funès va tourner Le Grand Restaurant, Le Petit Baigneur, Oscar et ce troisième Fantomas. Mais à partir de maintenant, conseillé par sa femme, De Funès n'a pas du tout le même statut. Et c'est Alain Poiré, le producteur de La Gaumont, qui va devoir gérer la signature du contrat de Funès pour ce troisième film, beaucoup plus exigeant sur la valeur de son nom sur une affiche. Voici ce qu'il va déclarer en arrivant dans le bureau du producteur. « Je ne signerai pas, parce que je sais que vous allez gagner des milliards sur mon dos. Vous allez découper les 3 Fantomas pour en faire une série télévisée que vous allez vendre très cher aux Américains. » Ce à quoi le producteur répondra très habilement, c'est un producteur que Louis n'avait qu'à prendre tous les droits, tout ce qu'il récolterait par rapport à la série américaine éventuelle. Série qui n'aura jamais lieu. S'il y a bien quelque chose que Louis de Funès ne savait pas faire, c'était de négocier ses contrats. Et quand je lui disais, mais Louis, il demandait beaucoup d'argent, je lui ai dit, mais Louis, tu es fou.
Je sais bien que tu as un château avec 300 fenêtres, mais c'est pas la peine de prendre tellement d'argent. Prends peut-être un peu moins et garde un pourcentage. Il n'a jamais voulu. J'ai dit, mais tu serais beaucoup plus riche, et sa famille serait beaucoup plus riche. Il avait gardé un pourcentage sur ses films. Non, il ne voulait pas. Il voulait payer et tac, cash. Et je pense que s'il n'a jamais accepté par la suite, même si Christian Fechner le lui conseillait, il n'a jamais voulu avoir un pourcentage sur ses recettes parce que je pense que l'expérience Fantomas 3 l'aura beaucoup troublé. Mais De Funès exige aussi un cachet plus élevé. Et les acteurs ne verront cette fois-ci pas les cosses telles que c'était prévu. Je pense qu'à ce moment-là, De Funès avait dû grimper dans ses tarifs. Il ne devait plus être au même tarif qu'avant. Donc du coup, l'Écosse, elle nous est passée sous le nez. Le tournage se déroulera en forêt de Fontainebleau, là où le réalisateur avait déjà tourné Le Capitan avec Jean Marais, puis au château de Roquetaillade près de Bordeaux. Un choix pratique, car les châteaux écossais sont en général petits. Pas de quoi flatter la rétine des spectateurs. Et par souci d'économie, et surtout par volonté de ne pas surenchérir, il aura été décidé en amont de ne pas poursuivre sur la veine des James Bond du deuxième film, mais de se rapprocher de l'esprit des romans, notamment via l'épouvante, étant donné qu'il n'était plus possible d'aller aussi loin au niveau des scènes d'action. Il faut dire qu'entre les trains, les voitures, les avions, les hélicoptères, les sous-marins, on avait fait un peu le tour. À part une fusée, tiens. À part ça, il manquait pas grand-chose. Bien que les extérieurs du château de Roquetaillade soient propices à restituer une ambiance écossaise, l'intérieur du château se doit d'être reconstitué au studio de Boulogne. Excite aussi les gadgets dont nous avons fait le tour dans le deuxième film, à l'exception de la Movie Box, le prédécesseur de très loin, de près de 30 ans, du DVD portable. Mais ce jour-là, je ne partirai pas en voiture volante, non. C'était mon petit gadget de l'année dernière. Trop classe ce Fantomas. Bien que Jean Marais soit éclipsé du film, tout comme Mylène de Mongeau, bien qu'elle entreprenne beaucoup plus de choses que dans le premier film, André Bell tient à donner à Jean Marais ses moments de bravoure, quitte à reprendre certaines cascades passées de l'acteur. À l'époque, il dépassait un peu les 50 ans, et il avait du mal à faire ses cascades. Or, il tenait à les faire lui-même. Alors c'est souvent pour les cascades de chasse à court, par exemple, allez, on y va, on tourne... coupé, il venait me voir comment c'était, je lui dis Jeannot, il faut recommencer, c'est pas ça. Oh mais Jeannot, si tu veux, je vais mettre un cascadeur, puisqu'ils sont là, ils sont payés pour ça, je suis très loin, ça n'a pas d'importance, ça ne se verra pas, tout ça. Non, je tiens à le faire moi-même. On sentait qu'il n'était pas à l'aise, quoi. On sentait qu'il était moins à l'aise que dans les autres. Presque une scène d'adieu avant l'heure. La scène de poursuite à cheval de Fandor est une restitution de l'une des scènes du bossu lorsque Fandor désarçonne les sbires de Fantomas. Idem pour la scène d'escalade de la tour, qui n'est pas anodine, car il avait déjà fait avant, comme si c'était un cadeau du réalisateur pour que Jean Marais puisse prouver, une dernière fois, qu'il pouvait encore le faire. Arriver à grimper avec quelque chose de tellement mince, où on serre très fort, où très vite on a une tétanisation qui se fait, très vite on s'arrête au bout de 6-7 mètres. On avait dit à Jean, écoute, dès que tu sens que ça, tu lâches, et puis tu redescends. Et Jean a continué, il est allé au bout de ses 15 mètres. Et après, il a dit, bon, maintenant c'est assez, qu'il a dit, donc il savait qu'il était hors champ, je vais arrêter. Et après, on a repris l'autre partie. Mais la scène la plus marquante du film est peut-être celle avec le lit du commissaire Juve qui roule dans la chambre. Un lit à moteur avec un trou qui permettait au conducteur de visualiser la trajectoire. La difficulté étant sur les plans de masquer les fils électriques nécessaires au fonctionnement du véhicule durant les prises. A noter que le concepteur de ce lit génial, c'est le même que celui qui va faire la centrifugeuse dans Moonraker. Mais idem, dans ce troisième film, Fantomas est joué la moitié du temps par Jean-Roger Cossimon, qui lui n'a pas besoin de maquillage parce que le masque de Cossimon est parfaitement imité, contrairement à celui de Marais ou de Funès. Et au passage, je trouve que Jean-Roger Cossimon est extrêmement flippant dans ce troisième Fantomas. Enfin, quand il est Fantomas, quand il est lui-même, il est excellent et il est super bon parce qu'il fait vraiment flipper. Décidément, ce pauvre commissaire est devenu complètement fou. Oui, et je comprends maintenant pourquoi Fantomas est toujours en liberté.
Et c'est dingue que personne ne remarque le changement d'attitude. Mais c'est fait exprès. Mais Jean Marais l'a encore mauvaise. Alors que pendant ce temps-là, De Funès et Dinam improvisent la scène génialissime du pistolet planqué dans le lit. Puis il y avait aussi des tas d'improvisations qu'on a fait, dans le troisième surtout, là, dans le lit, tout ça. Hop, on s'amusait à planquer les revolvers sous le lit, dans des tas de machins, on faisait des tas de conneries. Qu'on tournait d'ailleurs. D'ailleurs, on les tournait même sans le savoir. Qu'est-ce que vous faites là, vous? Pour ce troisième film, j'irais jusqu'à dire que, à partir du moment où De Funès et ses amis sortent de l'avion, quand ils arrivent en Écosse, jusqu'au moment où De Funès s'endort après avoir vu le pendu de Lord Macrashley qui a disparu, ça dure peut-être une demi-heure, mais c'est la meilleure demi-heure de l'acteur dans toute sa carrière. Le fantôme que j'ai pendu, le fendu que j'ai... Ah, je te dis, moi! C'est sa plus grande prestation pour moi. Il est terrorisé, il a peur, il est blanc, il est blafard, il transpire. Ah! C'est pas possible! C'est pas possible, il était là! Enfin, il était là, donc il doit être là! Je ne sors pas de là! Vous me croyez? Personne ne le croit, il est complètement isolé. Et ce qu'il dit, c'est incroyable. Oui, c'est comme pour le pendu. Oui, bon, le pendu, à la rigueur, lui, il est en l'air, il peut pas savoir. Mais celui-là, il était là, avec des cierges, avec des fleurs, enfin! Ces phrases, il faut vraiment se pencher une seconde sur ce qu'il dit. Et c'est quand je le vois dans cet état de nerfs, il a un visage généreux et rond. Quand je vois ce qu'il va donner dans les dernières années de sa vie avec le gendarme et les gendarmettes, par exemple... C'est une malade. Une pauvre malade, Didier. Elle bave. C'est là où ça me fait de la peine, parce que Fantomas, ça colle vraiment avec ses meilleures années. 64 à 67. C'était vraiment les années où il faisait 3-4 films par an, et n'avait pas encore ce besoin de se renouveler en tournant avec Molinaro ou Serge Corbert, qui a été un petit trou d'air dans sa carrière à la fin des années 60 et au début des années 70, avant de revenir à Gérard Houry exclusivement. En fait, il aurait pu durer encore plus longtemps et c'est un peu frustrant, mais pour moi, Fantomas, c'est le sommet de sa carrière, et contrairement aux Gendarmes, cette trilogie n'a jamais faibli. Faisons un petit bilan. On a connu 50 versions de Fantomas, mais on en a retenu seulement 3. 3 qui ont énormément pesé, et personne n'y a touché depuis. Comment le refaire? On ne peut pas refaire De Funès. Mais Juve, à la base, dans les romans, c'est un personnage assez sinistre et sérieux. Mais comment le rendre sinistre et sérieux après une telle prestation? Il faudrait avoir des coronesses, comme on dit. Mais celui qu'on peut encore retrouver, la preuve c'est que je l'ai revu personnellement, c'est Fantomas en lui-même. Il est tellement énigmatique qu'il est toujours vivant, même s'il a 110 ans, on s'en fiche, il n'y a aucune logique qui prend sur lui. Alors on aurait dû avoir une retrouvaille sur le 4e film à partir de 69, Fantomas à Moscou. Mais comme je le disais, c'est quand De Funès a voulu prendre des risques avec d'autres réalisateurs, donc il voulait s'éloigner de ce qu'il avait déjà fait avant. Et financièrement, De Funès était devenu trop cher pour reprendre le rôle du commissaire Juve. Et Jean Marais aussi, bien que sa carrière était quasiment finie au cinéma, après il s'est concentré sur le théâtre. Et je pense que si les Fantomas m'ont autant marqué et ont autant marqué de monde, c'est parce que la trilogie n'a pas de conclusion. C'est comme si c'était toujours en suspens, c'est comme si après cette dernière sortie, Fantomas était toujours quelque part. On peut tout imaginer, et il n'y a rien de plus puissant que l'imagination. Non, il ne fallait pas savoir qui c'est. Non, il ne fallait pas qu'il soit arrêté. C'est comme ça que Fantomas fait toujours partie de notre société. Et c'est pour ça que j'ai très envie de le revoir. Sous une autre forme évidemment, dans un autre contexte, de nos jours. Il faudrait s'y atteler un jour, parce que c'est quand même un énorme potentiel pas exploité. Fantomas, le réinterpréter, avoir notre génie du crime en France, dans un film pas trop kitsch. Il faut voir, moi en tout cas j'y crois. Si ça a déjà été envisagé tellement de fois, c'est forcément que ça les tente. Mais passer derrière De Funès, c'est pas facile. En tout cas, un énorme respect à André Hunebelle et son fils qui ont vraiment, non pas revisité, qui se sont inspirés, mais qui ont adapté tout simplement Fantomas aux années 60 et aux années pop. Les auteurs n'ont pas aimé les Fantomas à la sortie, mais depuis, comme le dit Mylène, ils se sont bien bonifiés. Ils ont été ultra généreux. Ce côté comédie d'action, on ne le reverra que dans les taxis. Ça ne se fait plus, sinon c'est un genre trop rare dans le cinéma français. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle aura été un meilleur hommage, même si les 3 vidéos sont pas si dégueulasses que ça. Mais je me devais de reparler Fantomas avec un petit peu plus d'énergie, un petit peu plus d'entrain. Et puis ça fait 60 ans quand même cette année, c'est pas rien. Peut-être qu'on refera une vidéo dans 10 ans sur le sujet. Ou peut-être qu'on fera une vidéo quand ils oseront faire le remake de Fantomas qu'on attend. Moi en tout cas je l'attends. Et vous? En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire, à mettre un like. Si vous savez pas quoi dire pour les commentaires, vous avez juste à dire « Coucou, c'est moi !» Oh merde! Et ça ira très bien. On se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, comme je le dis à chaque fois, prenez soin de vous. Ciao! C'est bon, ça vous plaît? Parfaitement. Ça a l'air d'aller. Non! Non, ce n'est pas fini. Nous nous retrouverons, Fantomas. Et cette fois, tu ne m'échapperas pas. Tu seras puni.